Tu vas avec ça? C'est bon. Parfait. Vous voulez amener votre entreprise techno au top? J'ai rencontré pour vous les meilleurs de l'industrie qui nous partagent leurs histoires et les expériences marketing qui les ont menés à un succès dont Bill Gates serait jaloux. Vous êtes à l'écoute de Marketing Techno. On est dans le wording, trouver les bons mots pour dire ce qu'on fait, tout en étant conforme, en essayant d'être sexy, mais sachant qu'on peut pas trop l'être parce que faut respecter les règles. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va avoir avec nous Thomas-Louis Veilleux, qui est de l'entreprise Livsta. Est-ce que j'ai bien prononcé? Oui, les deux, et mon nom et le nom de l'entreprise, c'est parfait. Ça part bien. Donc, aujourd'hui, en fait, on va parler, puis juste avant qu'on commence le podcast, j'ai eu une idée parce que en fait, si vous voulez écouter l'épisode qui a mené à cette entrevue, c'est celle de François Lantier-Nadeau, qui était l'épisode numéro 3. Après l'épisode, François m'a envoyé une liste de personnes que je devrais avoir sur le podcast et tu étais dans la liste. Peut-être tu peux nous expliquer le lien entre François Lantier-Nadeau et toi, puis d'où vient Livsta? Premièrement, quand François m'en a parlé, j'ai eu un talk avec lui. Là, après que tu m'as appelé pour dire « Hey, mais qu'est-ce que tu as fait là, Frank? J'ai zéro tes connaissances en marketing. Marie-Ève est vraiment bonne là-dedans. Qu'est-ce que je vais dire? » Puis c'est exactement ce que je t'ai dit après. Ouais. Et, entre autres, fait que tu m'as bien expliqué c'était quoi tes attentes et qu'est-ce qu'on allait faire. Fait que je trouve le projet vraiment emballant. En gros, Livsta, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des services financiers de qualité qui vont être distribués en ligne. Là, actuellement, on a une version bêta, fait qu'on n'est pas en opération encore. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. La relation qu'on a avec Frank, pour répondre à ta question, c'est qu'il a travaillé beaucoup notre approche SEO, puis tout le contenu qu'on développe pour optimiser notre présence, en fait, en ligne. Parce que c'est ce qu'on fait, nous, c'est des services financiers en ligne. Ça se résume à assurance de personnes et tout ce qui est investissement. Donc, on en a parlé un petit peu avant le podcast. En fait, il y a deux choses qu'on s'est dit. Premièrement, que ce serait le fun de voir dans 6 mois, par exemple, parce que là, on part de zéro. Donc, quand on part de zéro, on a des idées de qu'est-ce qu'on va faire comme marketing. Puis, comme tu le disais, avant qu'on soit en ligne, des fois, on part dans une direction, puis 6 mois plus tard, on se rend compte qu'on va être ailleurs complètement. Donc, si le podcast est encore en ligne dans 6 mois et si l'entreprise existe toujours, donc il y a beaucoup de si, mais en même temps, c'est ça, aujourd'hui, il y a tellement de projets qui vont dans toutes sortes de directions, on ne sait pas où est-ce qu'on va être dans 6 mois, mais on pourra faire un update finalement de c'était quoi le plan que vous aviez à l'époque, puis est-ce que ça a fonctionné, puis qu'est-ce que vous avez changé. Donc ça va être intéressant. Puis l'autre chose qui est intéressante, pourquoi je trouvais c'est intéressant de t'avoir sur le podcast, même si tu dis que ton expérience marketing est pas si grande que ça, mais en fait, tu es à un endroit où est-ce que plusieurs prestataires de services vont arriver bientôt, de se dire, je prends un service qui se faisait uniquement de personne à personne, et maintenant, je le mets en ligne. Donc, toi, tu es allé, tu fais toutes les étapes dans ce processus-là. Donc, à la base, toi, tu étais un conseiller, tu avais fait un cours dans le domaine? Oui, moi, j'avais mon background. J'ai fait un bac en finance. Après ça, j'ai fait mes cours plus tard pour avoir les permis de distribution d'assurance vie et aussi de placement. Mais comme tu dis, ça m'a pris quand même 10 ans. J'ai travaillé 10 ans en institution financière avant de lancer Livsta avec mon partenaire Vincent Tremblay. Puis c'est tout qu'un monde là, de transformer ce service-là parce que il y a beaucoup d'aspects de conformité qui sont très, très lourds, qui rendent le processus vraiment avec beaucoup de friction et pour celui qui donne des conseils dans ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire en termes de marketing, puis aussi en termes de l'aspect légal puis la compréhension des produits. Fait que ça amène un processus de vente en ligne qu'il faut vraiment là, qu'on adresse chaque petit détail. Puis on peut pas dire n'importe quoi. Là. C'est en fait, c'est comme à peu près le pire produit pour faire du contenu en ligne. Parce que c'est ça le challenge. C'est ça, exactement. J'ai déjà travaillé avec des clients qui sont dans tous ceux qui sont régis par des ordres, mais dans la finance, c'est encore pire. Donc, tu es super réglementé sur ce que tu peux dire et ce que tu peux pas dire. Exact. Puis on est, à quelque part, c'est là qui vient notre passion. Puis notre passion, puis ce qui nous drive dans notre entreprise, c'est de démocratiser cet accès-là à des services financiers, d'essayer de briser les barrières qui sont souvent créées par le jargon,
financiers, les termes ou les barrières physiques aussi. La pression de la vente, de recevoir quelqu'un qui vient chez vous le soir pendant que tu es en train de donner le bain aux enfants, puis que c'est quand même intimidant d'avoir quelqu'un qui parle des mots qu'on ne comprend pas tout le temps dans un environnement où on n'est peut-être pas confortable, ou même d'aller en institution financière, puis là, de faire face au banquier traditionnel qui a une cravate. Je veux dire, ça peut fonctionner, puis ça fonctionne, mais il y a certainement un marché pour des gens qui ont envie que ça soit plus relax, que ce soit plus accessible, sans pour autant venir réduire la qualité des services ou des produits qui sont donnés. Fait que c'est ça qui nous drive, c'est ça notre passion. Puis c'est là aussi un gros aspect qui est marketing pour communiquer ça. Puis je pense que c'est là que je trouve mon intérêt et ma passion au niveau marketing, c'est de surmonter ce défi-là. Puis, tu sais, je pense que tu as donné une bonne image de ce qu'est la plateforme quand tu m'en as parlé. Tu as dit c'est comme un Trivago, finalement, mais pour les assurances. Donc, je tape un peu qu'est-ce que je veux, puis là, je vais avoir des suggestions de recherche. Donc, il y a un aspect technique à ça, j'imagine, qui était quand même assez important parce qu'il faut que tu arrives à faire un match entre les critères que ton client entre, puis les caractéristiques des différentes assurances. Puis en même temps, tu dis, je veux l'éduquer pour faire le bon choix aussi. Donc, il y a comme plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Vraiment, tu le dis bien. Puis ce qu'on a ajouté, en fait, comme un Trivago, si on veut, c'est l'aspect conseil en plus. Fait que c'est comme si on prenait, je sais pas si tu connais le site ou l'app Rome to Rio. Non, je t'invite à regarder ça. Là, on s'inspire un peu de ça, mais c'est complètement différent. Là. Mais Rome to Rio, ce qu'ils font, c'est que tu dis d'où tu pars, où tu veux aller. Fait que ça va te faire différents itinéraires de voyage avec les différents prix pour te rendre. Donc, exemple, tu dis, je vais prendre Rome to Rio, le nom du site. Ils vont dire, bon, tu peux prendre l'avion, tel vol, ensuite tu peux prendre le train, l'autobus, ça, c'est le chemin le plus cher, exemple. Ou tu as une option vraiment moins chère, ça va être train, puis après ça, tu fais un long bout d'autobus, puis tu nages pour traverser. Mais ça te fait des itinéraires, puis après, ça agit comme un agrégateur qui te fournit des prix. Leviston l'a bâti sur ce concept-là. Fait qu'on donne des conseils, on dit, voici certaines avenues financières qui sont intéressantes pour toi parce que ça va être payant, sans billet. Puis après, on dit, selon ce que tu choisis comme chemin, comme trajet pour te rendre à ta destination, voici les produits qui sont disponibles, puis tu peux les comparer. Okay. Donc, on essaie d'amener de l'indépendance du conseil puis de la transparence dans ce qu'on fait. Okay. Puis là, en fait, est-ce que vous avez fait du marketing à date pour la plateforme ou pas encore? Vraiment pas beaucoup. On le fait on le commence en mode Search Engine Optimization. Donc, on commence à produire du contenu, d'où ce qu'on a travaillé avec Frank qui était dans le podcast précédent. On en parle. Actuellement, notre modèle de développement, d'acquisition de clients se fait beaucoup par des clients d'autres conseillers. Okay. Donc, c'est notre approche actuellement. Puis, on essaye ce qu'on a fait, c'est beaucoup dans les mots, les termes qu'on utilise pour lancer notre première version. Là. Fait qu'on est dans le wording, trouver les bons mots pour dire ce qu'on fait, tout en étant conforme, en essayant d'être sexy, mais sachant qu'on peut pas trop l'être parce que faut respecter les règles. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que souvent, les gens qui lancent, mettons, un produit SaaS, donc un software as a service ou un produit en ligne, ils vont dire, je vais essayer tout de suite d'aller vendre en ligne, aller chercher du trafic, ça, mais c'est difficile, de un. Puis deux, tu passes l'étape de valider ton produit un peu. Donc, tu sais, des fois, comme j'avais des gens avec qui j'ai travaillé, ont une application SaaS qui est dans l'immobilier. Ce qu'en fait, au début, ils sont allés dans des rencontres de clubs immobiliers, puis ils le vendaient au monde, tu sais, personne à personne. Puis là, tu vas te dire, ouais, c'est pas efficace. Non, c'est sûr qu'au début, c'est pas efficace. C'est pas ça le but d'être en ligne. Mais en même temps, pour valider ton produit, le contact personne à personne, il n'y a rien qui bat ça. Puis en plus, dans votre domaine, traditionnellement, les gens vont te référer un conseiller. Ça va être rare que tu vas taper conseiller d'assurance en ligne puis tu vas te fier sur un résultat de recherche. Donc, c'est une bonne approche quand même au départ de dire, je vais aller valider par le bouche à oreille, la personne à personne, puis après ça, on va faire un autre step.
Exactement, puis c'est notre stratégie. Puis souvent dans le jargon startup, on entend start as a service. Tu le fais avec de la broche puis du duct tape. Là. C'est un peu ce qu'on a fait. Là, on s'apprête à le lancer. Fait qu'on va commencer à être plus visible puis à promouvoir davantage. Puis c'est ce qu'on est en train de monter actuellement. Fait qu'on y va vraiment avec une stratégie qui va être d'acquisition de clients en mode référencement web, puis en mode d'optimisation des moteurs de recherche. OK. Puis quand tu parles en mode de référencement web, par rapport à être affilié à d'autres personnes qui t'enverraient des clients, finalement? Oui, actuellement, c'est une des façons qu'on utilise déjà dans le monde qui n'est pas virtuel. Fait que c'est sûr que c'est ce qu'on va répliquer avec les partages, les pages Google où on peut aller mettre des avis. C'est de quoi sur lequel on va beaucoup miser dans les prochaines semaines parce que, comme tu as dit, souvent, on se fait référer un conseiller. Donc, ça reste vrai dans le monde virtuel, ça reste vrai en ligne. Donc, nous, avec nos transactions même si on n'a pas encore lancé, sont en forte croissance depuis les 5 derniers mois. Ce qui fait qu'on a déjà des gens avec qui on a eu beaucoup de transactions, qui ont des belles expériences, qui sont probablement enclins de nous référer sur les médias sociaux ou à des contacts. Fait que notre stratégie marketing va être beaucoup axée là-dessus dans les premiers mois. Puis évidemment, il y a une question de budget aussi. Là. C'est la façon de faire qui est la plus abordable pour nous. Là. Fait que c'est pour ça qu'on va combiner le référencement avec du SEO, parce que le SEO aussi, c'est une stratégie qui est à low cost. Là. C'est ça. Donc, puis le référencement, donc ça peut être super abordable. Puis en plus, ça peut donner accès à des gens qui ont déjà des audiences, déjà des plateformes, déjà du trafic. Donc, quand on part de zéro, aller s'accrocher un peu à quelqu'un qui a déjà de l'attraction, ben ça va vraiment nous aider au lieu de partir de zéro, là. Vraiment, on dirait que je ne sais pas si j'avais déjà, je me rappelle avoir eu des formations de vente il y a plusieurs années de ça où on disait systématiquement quand tu termines une rencontre, tu dois demander 4 noms à quelqu'un. Jamais j'ai fait ça, jamais j'aurais pu le faire. Mais on dirait qu'aujourd'hui, avec toutes les plateformes numériques qui existent, ça devient comme naturel, puis ça devient même les gens qui le font par eux-mêmes, ils ont envie de partager leur expérience, leurs bons coups, les moins bons aussi, là, fait que ça a ses désavantages, mais c'est des opportunités d'amélioration là, pour nous. Oui. Puis même que ta business soit en ligne ou non, tu sais, il y a comme une genre de théorie des cercles concentriques. Donc, tu pars du monde qui sont proches de toi, de ton noyau. Puis souvent, les gens vont avoir peur de ça, de parler au monde qu'ils connaissent, de leur famille, tout ça, mais il faut que tu t'appuies là-dessus. Puis tranquillement, tu t'éloignes. Puis là, tu vas aller rejoindre des gens qui ne te connaissent pas de partout avec des stratégies comme justement aller faire des recherches, etc. Là. Exact. Puis c'est drôle, tu dis ça, nous, on a commencé, puis on touche beaucoup des clients partout au Québec actuellement. On a des clients à Malbaie, à Val-d'Or, Rouen, en Estrie. Puis on n'a pas fait de publicité encore. C'est vraiment juste par les 2 techniques que je viens de te dire qui sont notre stratégie actuelle. On n'a comme pas le choix. Peut-être dans 6 mois, quand on se reparlera, ouais. on dirait, hey, là, on a full budget, puis là, on achète des AdWords, puis etc. Je pense pas qu'on aille là, mais ça se pourrait. Mais c'est qu'on est dans une industrie qu'il y a tellement des gros joueurs qui dépensent des millions de dollars, toutes les compagnies d'assurance, toutes les institutions financières qui achètent les mots assurance, qui achètent les mots placement. C'est impossible pour nous de concurrencer, même si on a un produit qui est très, très comparable. Oui. Fait que là, justement, ça, c'est intéressant. Tu dis, on arrive dans un marché où est-ce qu'il y a déjà quasiment, par rapport à la SEO, ça va être difficile de se positionner parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu, il y a déjà du monde qui ont acheté des mots. C'est quoi votre stratégie à ce moment-là parce que là, on parle de stratégie de contenu, finalement, que vous orientez présentement. Oui, avec le référencement, là, qui sont les 2 qu'on adresse. On y va avec les tendances dans notre stratégie SEO. Fait il y a des tendances qui sont déjà bien établies, puis on a tout un système, d'ailleurs, qu'on a développé avec Frank. C'est Frank, en fait, qui nous le partage, qui nous amène ses connaissances, qui vient dire, voici les tendances ou les intentions de recherche sur lesquelles on peut se positionner, puis c'est à notre portée.
Donc, il y en a qui peuvent être très bonnes, mais où c'est beaucoup trop crowded et qu'il n'y a pas de place pour se positionner. Donc, on va vraiment aller chercher ceux qui sont en tendance de croissance pour se positionner rapidement, puis devenir une référence pour cette intention de recherche-là. Donc, tu sais, peut-être les gens pensent que les mots-clés, tu sors ça une fois puis c'est bon pour 10 ans. Mais c'est sûr que le mot-clé avocat, disons, il n'a pas changé dans les 10 dernières années. Mais c'est vrai que dans tous les marchés, il y a des tendances. Par exemple, moi, je pense au placement. Il y a plein de podcasts ces temps-ci sur le FIRE, là, tu sais, le Early Retirement, donc l'Extreme Retirement. Donc, il y a des nouveaux mots-clés qui sortent, qui n'étaient pas là il y a 10 ans, finalement. Exact. Fait que c'est là que tu peux trouver des opportunités, justement, d'aller développer une stratégie SEO autour de ces mots-là qui n'étaient pas là avant, finalement. C'est exactement ça. Donc, c'est là que tu peux gagner la guerre de David contre Goliath. Petit à petit. Puis le but, nous, en fait, on distribue toutes ces compagnies-là, que ce soit en assurance ou en placement. Fait qu'en bout de ligne, eux, notre but, c'est pas de les compétitionner, c'est d'avoir une offre qui est différente puis qui va leur rejoindre le marché, parce que les institutions financières sont pas en ligne beaucoup, très, très, très peu, puis ils ont trop un gros réseau pour complètement se faire compétition à eux-mêmes. Ça a l'air bizarre, là, mais l'industrie pense encore comme ça beaucoup, ce qui fait que ça crée une opportunité pour nous pour aller chercher une part de marché pour notre service. Puis, toi, mettons, tu as fait 10 ans que tu étais là-dedans. Qu'est-ce qui t'a donné, disons, à un moment donné, un jour, tu t'es dit, OK, là, moi, je vais essayer de faire les choses différemment? C'est venu ça a toujours été mon intention de démarrer une entreprise en finance et technologie depuis que je suis sorti de l'université. Je savais pas quelle forme ça allait prendre. Mais je te dirais que le déclic s'est fait quand j'ai découvert le monde de l'assurance. L'exemple que je prends des fois, personne se lève le matin et dit « Hey, j'ai vraiment le goût de m'acheter une assurance vie aujourd'hui. » Ça arrive, c'est rare. Tu peux dire, j'ai le goût de manger une crème glacée, j'ai le goût de partir en voyage, mais une assurance vie, c'est rare que c'est dans la priorité. Puis, en même temps, il y a beaucoup, beaucoup d'idées qui sont préconçues, qui sont souvent fausses ou mal véhiculées, ce qui fait que les gens ont soit pas d'assurance ou, quand ils en ont, c'est pas nécessairement ce qui est le plus avantageux pour eux. Ça, c'est venu, ça a été ça ma drive initiale, puis c'est ce qui m'a amené à lancer Levista, c'est de dire, hey, est-ce qu'il y aurait moyen d'amener un conseil de qualité facilement à des gens pour que ça soit payant pour eux dans leur poche, puis qu'ils aient plus le goût de s'assurer que ça soit pas nécessairement aussi plate que ça en est, qu'il s'en a l'air, ou que ça peut l'être avec les modes de fonctionnement de distribution actuels. Fait que je te dirais que la flamme vient vraiment de là, c'est de il y a vraiment un gros problème, puis j'ai envie de le régler, puis d'aider des gens là-dedans. Ça a été ça, la flamme initiale. Peut-être pour conclure là-dessus, j'ai fait la blague avec ma femme tout le temps, qui, elle, est dans l'industrie du voyage. J'ai dit, si un jour je change de carrière, c'est sûr que je m'en vais vendre des voyages après, là. Ça va se vendre comme pain chaud par rapport à l'assurance. Ben oui, parce qu'on passe des heures sur Trivago, justement, sur Airbnb, à trouver les trucs super cool de notre prochain voyage. Mais faire ça pour les assurances, premièrement, ça n'existe pas, de un. Puis de deux, tu sais ça, on a l'impression que ça va être tellement ardu. Et donc, toi, il faut comme tu convainques les gens que ça va être facile, finalement, d'utiliser Levista. Exact. Puis c'est pour ça qu'on mise beaucoup sur le référencement, parce qu'on se dit que si quelqu'un l'essaie, puis il peut en est conscient, le vit, puis il voit, hey, finalement, ça a bien été, je suis protégé, je me sens bien, ça m'a coûté le bon prix, je suis confiant avec ce que j'ai financièrement. Après ça, tu es enclin de le partager. Tu dis, hey, essaye ça. Pourquoi tu irais à ton institution financière, t'asseoir pendant 2 heures dans un bureau ou recevoir chez quelqu'un chez vous le soir? Tu peux faire ça dans ton bain avec ton téléphone. Échappe-le pas, là, par exemple. Puis, pour le référencement, disons, d'anciens clients, est-ce que vous avez déjà pensé à ce que vous pouvez faire pour que ça soit plus facile, justement, pour vos clients de partager leur expérience? On essaye différents trucs actuellement, que ce soit par une infolette, carrément le demander. Okay. Dans des courriels. On le fait pas systématiquement, mais ça peut arriver. Sinon, on le fait avec... en fait, notre intention n'est pas chez moi, c'est d'utiliser Google+. Google, pas Google+, mais les avis Google, parce que c'est bon pour les recherches aussi. Oui, donc demander aux gens de faire des avis. Ouais, ça, des fois, on pense que le monde va le faire comme ça, là, pour le fun, mais c'est quand tu le demandes, les gens vont être
plus enclin à le faire. Là. Donc, ça vaut la peine de demander. Puis quand t'en demandes 10, ben t'en as un souvent. Exact. C'est ça. Puis pour être constructif, peut-être ce qu'on fait, c'est souvent on va dire, ben, est-ce que vous avez aimé notre service? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut améliorer? Faites-nous en part. Si vous avez aimé, ben ça serait fun d'avoir un avis, puis là, on a le lien. Fait qu'on le fait en mode constructif en demandant d'abord y a-t-il des irritants qu'on pourrait améliorer? On essaie de s'améliorer là-dessus. Exact. Donc, juste pour, mettons, qu'on termine aujourd'hui, puis qu'on se dit quelqu'un qui part de zéro, puis qui veut tranquillement essayer de se faire connaître. Donc, on a dit, pas hésiter à faire du bouche à oreille au début. Donc, de partir de son réseau. Après ça, d'aller aussi de profiter des personnes qui ont déjà un réseau qui peuvent nous référencer d'autres personnes. Profiter des clients satisfaits qu'on a. Puis là, après ça, peut-être là, pour la SEO, vous autres, vous êtes vraiment fait accompagner finalement par quelqu'un qui connaissait ça plus que vous autres. Donc, une fois que vous avez votre idée de fait, allez chercher de l'aide de quelqu'un qui a l'expertise pour le faire. Exactement, c'est bien résumé. Bon, parfait, super. Donc, j'espère vraiment qu'on va savoir dans 6 mois, mais j'ai confiance. Moi aussi, nous, c'est sûr que toi aussi, c'est sûr que tu vas être là. Fait qu'on se parle dans 6 mois, on fait un update là-dessus, puis on te dit comment ça a marché. Ça a cheminé, puis on l'a fait différemment. Et puis, juste une petite parenthèse, on n'a pas parlé beaucoup de comment ça faisait de belles conclusions, mais je pense que j'avais vraiment le goût de savoir. On a parlé des contraintes que vous aviez par rapport au contenu. Oui. Donc, de vraiment, c'était quoi votre... est-ce que vous avez fait affaire avec quelqu'un pour écrire votre contenu? Oui, on a utilisé des ressources. Nous, on a la chance d'avoir été accompagnés par un incubateur Apollo 13. Oui, à Québec. Exact. Puis Emmanuelle, qui est d'Apollo 13, elle est spécialisée en contenu. Là. C'est une rédactrice, puis elle est vraiment bonne. Elle nous a accompagnés. Nous, on est arrivé avec nos connaissances financières, nos objectifs d'affaires. Puis c'est elle qui a, après ça, pris son intelligence de rédaction pour venir nous aider à bâtir la base de notre contenu que nous, on n'était pas nécessairement capable de faire. Pour le futur, parce que c'est sûr, c'est un incubateur. On ne peut pas vivre de ça tout le temps. Fait que ça nous a donné des bases. Mais c'est sûr que dans le futur, on pense répéter l'expérience avec des professionnels qui ont une belle expertise en rédaction là-dedans, qui ont un bon œil marketing. C'est pour nous, là, une entreprise, je pense que ça va être une option là, qui va être qu'on va garder dans les prochaines années, c'est sûr. Là. Puis malgré les contraintes, parce que quand tu parles de friction, le fait d'avoir beaucoup de règlements ou de choses que tu peux dire ou pas dire, c'est comme une friction importante à se dire, je vais-tu vraiment faire du contenu dans ce contexte-là? Mais tu as trouvé quand même que c'était possible, ça valait la peine de passer à travers ça? C'est possible. Ça prend quelqu'un qui a ce souci du détail-là, puis cet œil-là. Mais une fois que l'expertise est développée, puis t'en sais quelque chose, là, tu me sembles être en plein là-dedans aussi. Là, exactement, oui. Puis dans les discussions qu'on avait, même par rapport à finance, ça prend quelqu'un un peu qui a ce regard-là que toi, tu as, qui est capable de faire les bonnes twists avec faire la différence entre quelqu'un qui vend des hot dogs, mettons, puis qui peut dire hey, j'ai la meilleure saucisse au monde. Et nous, qu'on peut pas dire qu'on a les meilleurs prix, même si c'est vrai qu'on a les meilleurs parce qu'on les a toutes. Fait que faut toujours faire attention pour pas que ce soit de la survente, là, comme on dirait, pas laisser présager des choses qui sont trop belles pour être vraies. Puis c'est correct parce qu'il y a eu de l'abus dans le passé, fait que c'est d'être capable de jongler avec ça. Nous, on endosse ça 100 000 à l'heure, mais ça veut pas dire qu'on peut pas être sexy parce qu'on peut pas dire qu'on a les meilleurs hot dogs au monde. Quelle belle conclusion, c'était parfait. Donc, écoute, Thomas-Louis, on se reparle bientôt, dans quelques mois. Oui, je l'espère. Oui, puis si les gens veulent aller en savoir plus, mais livsta.ca, ouais, qui est en ligne, les gens peuvent déjà aller voir puis obtenir des conseils pour leur assurance. Merci Marie-Ève, c'était vraiment un plaisir. Longue vie à ton podcast. OK, puis longue vie à Livsta. Merci. Bye bye. Vous avez aimé ce podcast et vous en voulez plus? N'oubliez pas de vous abonner. Laissez également votre appréciation et un commentaire. D'ici là, lâchez pas la patate et comme dirait Bill Gates, don't let go the potato.